Bonjour à toutes, bonjour à tous. Hop, je vais me mettre voilà en grand écran. Alors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live 22. Donc, nous avons des choses à nous dire. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit coucou sur la cam, sur le chat, pardon. Voilà. Hop. Tous, voilà, vous pouvez faire un petit coucou. Merci. Voilà. Hop, voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, ça va être la partie 2. Alors, pour ceux qui sont pas vus, ben, qui sont pas vus, je les invite à voir la première partie des équilibrages parce que là, on va entamer la deuxième partie et notamment avec un exercice pratique. Donc, j'ai mis une petite info sur la page Facebook, sur la page formation où GG, donc je lui avais passé une petite commande de fabriquer en fait un outil parce que c'est un outil spécifique qu'utilisent les ProShop, notamment ça s'appelle le ProSect, donc c'est un coût. Mais comme vous êtes chez vous, donc hein, c'est notre objectif. Et on le verra à la fin de la présentation, on y reviendra. C'est bien entendu que vous ne deveniez pas perceur, mais c'est vous donner en fait les meilleurs conseils qui soient, et on ne détient pas nécessairement la vérité. La vérité, il n'y a que vous qui l'avez par votre propre expérience. Donc c'est comment vous allez réutiliser en fait nos connaissances et nos outils. Et donc des outils qui vont vous permettre, c'est malheureusement la période, de mieux connaître et d'appréhender votre arsenal, et notamment par la notion d'équilibrage, qui est une notion assez technique. Et donc, GG, il va nous faire une petite démonstration. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà imprimé le fameux outil qui est un rapporteur d'angle en fait, et qui va vous permettre de mesurer les angles que vous avez, et on va voir à quoi ça correspond. Et peut-être que vous aurez l'occasion de le faire en direct. Donc, si certains d'entre vous l'ont imprimé, ont une boule sur leur genou et veulent le faire en même temps, et ben n'hésitez pas à revenir sur le message en disant attendez, vous allez trop vite, j'ai pas réussi à tracer. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vais ouvrir la porte à mon ami GG. Salut GG. Salut tout le monde, content Ça d'être va? avec vous bien sûr. Ouais, bah, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de se Ouais. revoir, même si c'est en virtuel, mais au moins voilà, de voir les messages, ça fait toujours plaisir. Je vois qu'Henriette est revenue du soleil. On voit pas son Quand même. bronzage, mais elle nous a mis des petits graffitis partout de soleil. Et donc elle a l'air en pleine forme. Philippe qui nous dit GG est sorti enfin du placard. Voilà, donc t'as le bonjour de beaucoup de gens, et on a même le bonjour de la Calédonie qui nous regarde. Voilà, donc Roger Ruiz, salut Roger. Si tu peux nous envoyer un peu de chaleur, un peu de soleil, voilà, Ouais, je ça suis nous ferait preneur. bien, En Belgique, voilà, là, je suis preneur. ça nous ferait bien plaisir. Voilà, donc aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, on va passer à la partie 2 des équilibrages. Euh, Thématique aussi assez technique, en sachant que la semaine dernière, on avait vu voilà, l'angle de perçage, la distance pin-PAP, l'angle val, et qu'aujourd'hui on allait aborder la somme des deux angles et le ratio des deux angles, et bien entendu comment vous allez pouvoir en fait utiliser un petit outil facile à voir parce qu'il suffit juste de l'imprimer, et comment vous allez pouvoir déterminer ces deux angles-là et la distance pin-PAP. Donc il va falloir un petit peu de matériel. Donc, comme je vous ai marqué, le rapporteur d'angle que vous pouvez imprimer sur Internet, un crayon gras pour pouvoir réaliser les traçages sur la boule, et puis un petit mètre de couturière
Voilà. Voilà, un petit mètre de couturière qui, Un petit rapporteur d'angle en papier. voilà, Un petit mètre de couturière. Voilà, hop, faut que je le mette dans le bon sens. Donc, il peut être en pouces d'un côté, enfin en centimètres d'un côté et en pouces de l'autre. Hein, ouais. vous voyez, là. Là, je suis en pouces et là, je suis en centimètres. Une règle souple, hein, pour pouvoir reproduire, suivre le profil de la boule. Voilà, ça fait 4 petites choses. Voilà, qui sont faciles qui font ça facile à trouver. Il y a déjà des personnes qui m'indiquent qu'ils ont imprimé et Thierry notamment qui a commencé à fabriquer un prosecte en contreplaqué pour mettre en pratique. Super. Donc, ce qui est génial en fait, c'est que ça amène, vous voyez, de la créativité et chacun en fait va adapter la façon dont on va vous montrer en fait et va la réadapter en fonction de son profil, de son fonctionnement, etc., etc. Mais c'est ce qui est chouette justement dans ces lives-là ou dans la formation, quelle qu'elle soit, c'est d'amener de la créativité chez les autres. Donc, on va commencer avec un petit rappel sur l'écriture du double angle. Alors, je vais passer voilà à la diapo. Et donc, on avait vu qu'en fait, le double angle, c'est ce qui va vous permettre de déterminer en fait l'équilibrage de votre boule avec trois chiffres qui sont le premier chiffre qui va être un angle donc en degrés qu'on appelle l'angle de perçage. Le deuxième chiffre qui va être une distance, donc là avec laquelle on va pouvoir mesurer avec le mètre de couturière. Et le troisième chiffre qui est l'angle vertical en degrés également. Dernier chiffre. Et donc, en écriture, ben voilà, il y a quelques exemples. Ça va s'afficher comme 50 fois 4 fois 60. Donc là, 50, c'est l'angle de perçage. Distance pin PAP de 4 pouces. Et le dernier chiffre de 60 qui correspond à l'angle val. Vous pouvez avoir du 20 fois 5 1 quart fois 30, 70 fois 3,5 fois 20. Voilà, et puis on verra qu'il y a des minima et des maxima à respecter. L'angle de perçage, la distance pin PAP et l'angle val, on avait vu, je vous invite à le revoir pour ceux qui l'ont pas vu, quelle influence ça avait sur la réaction de la boule sur la piste. Écoute, GG, je vais te laisser la parole pour décrire. Pendant ce temps-là, ça va me permettre de voir s'il y a des commentaires. OK. Donc, on a ces trois paramètres, hein, sur lesquels on peut jouer en fonction de votre type de jeu, en fonction des conditions de jeu. Donc, le premier angle qui s'appelle angle de perçage, donc le minimum qui est conseillé, c'est 10 degrés et le maximum 90 degrés. Donc ça, c'est pour rester dans des réactions, je dirais, efficaces et normales, quoi. Donc cet angle, en fait, il intervient sur le comportement de la boule. Et plus il va être grand, plus la boule va avoir tendance à réagir tard, et plus il va être petit, et plus elle va avoir tendance à réagir plus tôt. Donc imaginons vous avez beaucoup trop de vitesse par rapport à vos rotations, il vaut mieux avoir un petit angle de perçage. S'il y a énormément d'huile, il vaut mieux aussi qu'il soit petit, cet angle de perçage. Et par contre, si vous avez trop de rotation par rapport à votre vitesse, c'est le contraire. Il faut avoir un grand angle de perçage ou pour jouer sur des pistes plutôt sèches, quoi. Voilà. D'accord, donc ça veut dire que cet angle de perçage, ça agit sur je vais dire sur la phase de glisse ou sur la profondeur en fait du break. Voilà, ça va avoir plutôt tendance à reculer le break. Alors bien sûr, ça n'a pas le même effet que de passer la boule au 500. Hein. D'accord, hein. Oui, après
le pourcentage d'impact, si tu veux, il va être différent quand on change la surface, quand on change d'axe, quand on modifie la profondeur de pose Voilà, ou tout à fait. quand on effectue l'angle, effectivement. On n'obtient pas les mêmes longueurs, les mêmes différences de longueur de Mm. réaction. Alors après, on a la distance pin PAP qui se calcule en pouces, hein, bah, tout est en système anglais. Donc là, par contre, c'est le paramètre le plus simple. Ça détermine le potentiel de flair de la boule. Enfin, le potentiel de flair utilisé. Parce que la boule, elle a un potentiel de flair avec son différentiel, hein, on en a parlé la dernière fois. Et vous, suivant la distance pin PRP qui a été choisie, vous allez utiliser une partie de ce potentiel. Voilà. Et qui va être plus important sur les boules asymétriques que symétriques, je suppose. Alors, c'est pas qu'il est plus important, c'est que ça se passe différemment. Sur les noyaux symétriques, on peut avoir aussi 6 pouces de flair, hein, un flair qui s'étend de beaucoup. Mhm. Mais on l'aura avec une distance de 3 pouces 3 huitièmes, par exemple. Hein, ça met le Mhm. noyau à 45 degrés par rapport à l'axe de rotation du joueur. Alors que sur une boule asymétrique, c'est plus on s'éloigne du PAP et on est toujours en flair maximum. D'accord, ok. À partir de 3 pouces pratiquement, de 3 pouces à 6 pouces, on est en flair maximum. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que pour les noyaux symétriques. Donc, cette distance pin PAP qui va avoir un impact donc sur le flair, on va plus ou moins réfléchir sur la distance qu'on va mettre en fonction de ce qu'on voudrait comme friction. Voilà, on joue sur la friction. C'est le bon terme. Hein, Merci, GG. Ça me fait plaisir que. et oui, j'ai mis des années à lui faire dire les bons mots, alors il faut le féliciter. Donc, si on veut beaucoup de friction, si on a besoin de beaucoup de friction, parce que la piste ne vous en donne pas, par exemple, eh ben, il faut choisir une distance en conséquence. Hein, mettre le noyau à 45 degrés sur un noyau symétrique, par exemple, et ça peut être à 45 degrés aussi sur la symétrique, mais 45 ou plus. Et on va juste faire une petite pause pour répondre à Joël qui me dit j'ai eu des difficultés à comprendre l'angle val. Donc on va voir hein, l'angle val comment on va le tracer. Il y a Patrick qui nous pose une question. La distance pin PAP est propre à chacun. Peut-on jouer dessus, le diminuer ou l'agrandir? Bah, oui, en fonction du jeu du joueur, je suppose. C'est bien sûr, on peut mettre 1 pouce et demi ou 3 pouces ou 4 pouces ou 5 pouces ou 6 pouces en fonction de ce qu'on a besoin dans son arsenal. Hmm. Hein. De son jeu d'abord, est-ce que on a un compromis avec plus de vitesse que de rotation ou l'inverse? Hein, il faut tenir. C'est de la cuisine, hein, c'est toujours pareil. Hein. Les ingrédients, on met un peu plus de ceci, un peu moins de cela. Hmm. Hmm. C'est quand même assez complexe parce que justement ces ingrédients-là, si on commence à en toucher un, ça modifie un peu la réaction de la boule sur la piste. Puis alors, en imaginant que j'ai une boule avec une surface polie, avec un équilibrage X, puis après j'ai une boule mat avec un autre équilibrage, après j'ai encore une autre surface encore avec un autre équilibrage. Est-ce que ce serait pas plus judicieux, c'est une question, hein, d'avoir peut-être le même équilibrage qui nous convient à notre jeu, et après de jouer sur les RG ou sur la surface, et d'avoir peut-être une boule dans les extrêmes où là on va modifier l'équilibrage. Bon, alors tu m'enlèves les mots de la bouche. Bon, moi, Ah pardon, excuse-moi. je suis partisan effectivement de une fois qu'on a bien déterminé le jeu du joueur
hein, qu'on sait, qu'on connaît bien son compromis et ce qui lui va bien. Pourquoi ne pas garder cet équilibrage, par exemple 50 par 4,5 par 40, par exemple, hein. Et sur la plupart de ces boules, utiliser cet équilibrage. Ce qui va faire la différence, bah, c'est les caractéristiques dynamiques du noyau, la matière des différentes boules. Et puis après, sur les extrémités de l'arsenal, on peut effectivement avoir d'autres équilibrages. Ce que j'appelle le noyau central de l'arsenal, hein, les boules du milieu, hein, votre boule de référence, celle qui est un petit peu plus forte, celle qui est un petit peu moins forte, ça fait déjà 3 boules. Hein, c'est les 3 boules du milieu de sac, je dirais. Ben, celles-là, elles peuvent avoir le même équilibrage. Et après, si vous avez 5 boules, vous pouvez peut-être, pour la boule la plus forte et la boule la plus faible, avoir des équilibrages différents. C'était juste pour répondre à Patrick qui nous dit la distance pin PAP est propre à chacun. Non, en fait, le PAP est propre à chacun, ça c'est sûr, et que la distance pin PAP, effectivement, faire du copier-coller parce qu'il y a quelqu'un qui a un pin qui a 5 du PAP et puis que c'est le champion du monde, ça ne veut pas dire que ça va marcher pour tout le monde. Tout dépend du jeu du joueur, du compromis vitesse-rotation, etc., etc. Et d'ailleurs, quand je lis les messages, il y a Philippe qui nous confirme, c'est le PAP bien entendu qui est propre aux joueurs. J'avais une remarque intéressante de Jean-Marc qui nous dit on peut tuer une boule aussi en faisant des mauvais réglages. Oui, bah, faut le faire exprès un peu, mais le fait est que, imaginons, je prends l'exemple de Philippe Deoski qui nous suit, qui est un garçon qui a beaucoup de rotation, qui manque un peu de vitesse. Si je lui mets un flair maximum sur sa boule, je vais la tuer, oui. En plus, dans sa région, il n'y a pas énormément d'huile. Donc là, le fait est qu'on risque de tuer la boule, comme dit Jean-Marc. C'est-à-dire que ça va générer trop de friction. Arrivé à mi-piste, la boule elle sera déjà morte. Elle va finir tout droit, quoi, hein, et pas d'effet dans les quilles, d'impact. Oui, puis Jean-Marc nous avait écrit, enfin il me semble que c'est Jean-Marc qui nous avait écrit et qui trouvait ça curieux sur une Pearl, il avait son premier angle de perçage à 90 et c'est pas curieux, bien au contraire. Dire si tu as une boule polie et que tu mets un angle à 90, bah, c'est ce que tu as certainement besoin, alors peut-être pas toi, mais que le joueur a besoin de profondeur. Donc ce serait pas très judicieux d'avoir une boule Pearl, donc pour avoir de la profondeur, et de mettre un premier angle très faible. Il n'y aurait aucun intérêt. Bah, ça peut se faire, mais pour oui. un cas très particulier, pour stabiliser la boule, mais bon, enfin moi je fais pas ce genre de choses, mais oui, pourquoi pas, mais pour vraiment un truc particulier, quoi. Oui, 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 oui. Puis, c'est comme si tu voulais poncer la Pearl au 500, lui mettre un angle de perçage de 20 degrés, tu vois, bon, c'est ridicule, autant acheter une solide. Voilà. Je ne connais pas, mais tu as un petit message personnel. Mon GG, c'est Papy Johnny. Partenaire. Ouais. des Talbot, tu sais, Chrysler, Talbot. Ah, ok. Voilà, puis Thierry qui nous adore apparemment. Voilà, je suis arrivé à la même conclusion, bah, tant mieux. Tant mieux. Alors, il m'est arrivé d'avoir 2 PAP différents sur 2 boules différentes. Pourquoi? 2 lâchers différents. Bah, c'est possible, hein. Alors après, si vous avez une boule avec un noyau symétrique et une boule avec un noyau asymétrique, vous pouvez très bien avoir une petite différence. La première bande de roulement, elle peut être décalée d'1 centimètre. Hein. Et puis après, peut-être que les angles du pouce sont pas tout à fait pareils sur les 2 boules, donc vous n'allez pas la lâcher de la même façon. Hein. Ça, c'est possible. Donc dans ce cas-là, il faut vérifier. Hein. Je vais revenir sur cette question, GG, parce qu'on va juste finir. On a vu la distance pin PAP, il nous reste à voir l'angle val. En fait, quelle influence va avoir l'angle val? Alors lui, c'est plus sur la forme de la réaction qui va intervenir. Donc plus il va être petit,
et plus la réaction va être angulaire. Et plus il va être grand, et plus la réaction, c'est-à-dire le crochet, va être plus long, plus doux, quoi, hein, plus en forme de banane. Donc, vous voyez, avec ces trois paramètres, on peut ajuster, hein, et trouver, c'est encore un compromis, hein, bien sûr, pour trouver la réaction qui vous manque peut-être dans votre arsenal. Mais on va partir de votre compromis d'abord, et après des conditions de jeu sur lesquelles vous jouez. Et on va tenir compte, surtout pour l'angle val, on va tenir compte aussi de la grosseur de votre bande de roulement. Est-ce que si vous avez une petite bande de roulement, vous êtes un joueur qui fait glisser les boules, par exemple, et si vous avez une grande bande de roulement, vous êtes un joueur qui fait plutôt rouler les boules, hein, des boules qui vont perdre de l'énergie plus rapidement. Donc, avec l'angle val, on peut aussi ajuster ça. Alors, on a une question de Roger qui me dit, j'ai une vitesse de boule de 28 à 30 avec 420 de rotation. Donc ça c'est la base en fait, c'est quelle va être sa référence. Alors moi je connais pas le tableau par cœur, peut-être que GG toi tu connais. Qu'est-ce que ça peut donner comme compromis ça? Il doit avoir un peu trop de rotation. Ok. Et bah, voilà, c'est là où vous voyez ça. Il est en 6 en vitesse et puis il est en 8 en rotation. D'accord. Donc effectivement, lui, on va plutôt lui mettre un angle val supérieur à 60, hein, 70, 80, et puis une somme des deux angles perçage val supérieur à 100 degrés, quoi. Donc l'idée c'est de partir de compromis vitesse-rotation ou de partir de ce qui pourrait nous manquer par rapport à un type de condition de jeu. Après, le type de boule, donc la proton, il faudrait vérifier quel type de RG, de surface, de différentiel, et si c'est une boule symétrique ou asymétrique. Donc là, on n'a pas les infos. Donc c'est plutôt intéressant de dire j'ai commandé une boule avec tant de RG, symétrique ou asymétrique, plutôt qu'une marque et un nom. Et Alors là, il devrait faire un perçage de 5,5 fois 5 et lui, et c'est le système demi. pin buffer. Ouais, fois 2,5. Donc ça, c'est un autre système sur lequel on va pas s'engager dessus. Alors, on va rester focalisé sur le double angle. Alors, on va pas vous expliquer tous les systèmes parce qu'on n'est pas là pour que vous deveniez perceur. Donc, à moins que tu puisses répondre, GG, moi, je peux pas répondre à cette question parce que j'ai pas les éléments. En fait, j'ai pas les éléments de la boule. Et puis, le pin buffer, il faudrait le transformer en Là, douane. il a une distance pin PAP de 5,5, donc c'est beaucoup. Donc ça va plutôt bien avec le fait qu'il y a beaucoup de rotation par rapport à sa vitesse. 5,5 aussi pour la distance PSA-PAP, hein, et 2,5 pour le pin buffer. Bon, bah ouais, pourquoi pas, hein. Ok. Il y a beaucoup de questions ce soir. Henriette qui nous dit donc le PAP n'est pas unique. Le PAP aussi, il est unique pour chaque joueur en fait. Et il peut bouger, notamment si vous faites par exemple des modifications, ben ça risque d'être ton cas, Henriette. Si tu fais des modifications de poids ou de perçage ou autre, ben, il faudra revérifier son PAP. Mais GG, vous l'avez dit dans la live, vous avez dit c'est bien de revérifier de temps en temps, Ouais. de faire un check, peut-être une fois par an, je sais pas, mais Ouais, parce de que vérifier. si vous travaillez avec un instructeur, vous travaillez votre compromis vitesse-rotation, vous voulez travailler votre lâcher, etc., votre PAP risque de changer de place, hein. Ouais. Alors, j'ai Nadine qui nous écrit, qu'on salue. L'angle de perçage est-il toujours le même sur toutes les boules? Pour moi, 75 degrés. Alors, 75 degrés, oui, si, je me rappelle plus ton compromis, Nadine, mais je crois qu'il était à peu près équilibré, il me semble. Oui. Donc 75 degrés, c'est peut-être beaucoup. Alors après, ça dépend sur quelles conditions de jeu joue Nadine.
Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'après, on va justement peaufiner ces angles de perçage en fonction du type de conditions de jeu qui va nous mettre en difficulté, par exemple. Voilà. Si on a de la difficulté à jouer sur du sexe, alors là, on va augmenter le premier angle. Si on a de la difficulté à mettre de la profondeur, si on a de la difficulté sur des pistes très huilées, donc là, on va réduire le premier angle. Si tu as des difficultés à jouer sur des pistes très huilées et que tous tes premiers angles sont grands, ça peut être intéressant de discuter avec ton perceur et pas lui imposer, bien entendu, mais de lui proposer, de lui dire, tiens, est-ce que ce serait pas trop mal d'avoir une boule et de modifier cet angle-là. Ouais. J'ai changé tout mon perçage. Okay. Est-ce que ça change mon PAP? On avait vérifié, Sylvain, parce que systématiquement, dès qu'on fait des modifications, il faut revérifier derrière s'il n'y a pas une modification aussi du PAP. C'est jamais énorme. Hein. Si vous prenez, parce qu'on parle en pouces, hein, vous voyez, 1 pouce, c'est 2,5 cm. Hein, il y a 2,5 cm entre chaque division. Ça bouge rarement d'1 pouce. Hein, c'est toujours moins que ça. Hein. Jean-Marc, je ne sais pas pourquoi il me propose un petit Ricard. Non, merci, j'essaye d'arrêter. Et Nadine qui nous confirme principalement du sec et du même très sec. Alors effectivement, ça peut être 75, 80. Ouais. Mais on va voir après, ça va être une grande somme. Hein, un grand angle de perçage et un grand angle val si tu joues sur des terrains secs. Ok, donc voilà comment les traçages vont s'inscrire sur les boules. Donc là, vous avez à gauche une boule symétrique et une boule asymétrique. Donc la différence entre les deux, c'est que la première ligne de traçage entre le pin et sur les symétriques, on va faire la première ligne entre le pin La qui ligne passe de... par le pin en passant par le CG et sur la symétrique, elle ne passe pas par le CG, mais elle passe par le PSA. Voilà la différence entre les deux. pile PSA ou Masbia, Alors, si vous voulez. ou Masbia, ouais. Donc, ça, c'est la diapo qu'on avait mis la dernière fois. Et donc, la base, c'est que on va commencer par tracer, puis on vous montrera une petite vidéo que GG a fait. La base, c'est déjà de commencer à tracer une ligne qui va Ah, passer entre les doigts et le milieu du pouce. voilà. Voilà, ça va être la base. Donc, Il faut GG après. donner du PAP. Alors, effectivement, si vous n'avez pas les coordonnées du PAP, vous ne pourrez pas trouver les coordonnées du double angle. Voilà. Vous avez besoin des coordonnées du PAP. Donc, si jamais vous n'avez pas votre coordonnées de PAP, vous pouvez toujours passer un petit coup de fil à votre perceur de temps en temps. Enfin, lui, il doit l'avoir. Alors, peut-être qu'en ce moment, il l'a pas parce que peut-être que tout ça, c'est au bowling. Si jamais vous voulez tester sur une de vos boules et que vous n'avez pas votre PAP, soyez pas frustrés. Inventez-vous un PAP Voilà. quelconque et puis entraînez-vous avec ce PAP-là. Même si c'est pas le vôtre, au moins ça va vous entraîner à faire les traçages. Ce serait dommage de vous en priver et puis ça va vous entraîner. Alors prenez un PAP passe-partout, mettez 5 pouces en horizontal et 1 pouce en vertical. Voilà, 5 et 1. Ça donnera une idée de ce que vous avez. Donc la première chose à faire, c'est de tracer une ligne qui va passer entre les doigts et le milieu du pouce. Donc après, on verra la vidéo de GG, puis GG, tu nous commenteras ta vidéo. Ensuite, à partir de cette ligne-là, on va déterminer le milieu qui va nous donner le centre de perçage. Donc là, c'est ce qu'il y a en orange. Ensuite, on va tracer à partir de ce centre de perçage une ligne perpendiculaire
qui passe donc par le centre de perçage. Ensuite, c'est là où on va utiliser, qu'on est obligé d'utiliser la coordonnée horizontale du PAP et on va faire un repère. Donc là, GG vous a proposé 5, par exemple. Donc, de ce centre de perçage-là, on trace, donc là, avec le mètre de couturière notamment, on va tracer un repère sur cette ligne-là à 5 pouces. Puis, à partir de ce point-là, et là, ça va répondre à Joël, c'est là où on va tracer la ligne perpendiculaire à ce point-là, à 5, pour créer la ligne Val. Voilà. Puis ensuite, on va placer le PAP. Donc, on a vu ici la ligne horizontale, et puis là, on va placer le PAP avec la coordonnée, verticale, ici. Voilà, là, je vous ai marqué 4, 3 quarts et 1. Donc, vous voyez, un quart de pouce, c'est 6 mm. Hein, donc, on ne va pas chipoter. Hein. Alors, je suis un peu tremblotant sur la vidéo. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai fait un petit montage. J'ai fait un petit montage pour mettre ma tablette en hauteur, hein, pour que moi, j'ai les mains libres pour pouvoir tracer. Mais je traçais en regardant sur la tablette. Donc, c'était un peu à tâtons. OK. Si jamais Joël, donc là, GG va commenter la vidéo qu'il a faite, et puis peut-être que tu comprendras mieux en fait comment on fait. Alors on va observer la vidéo, et puis je te laisse la commenter, GG. Alors bah déjà, vous la mettez sur un support face à vous. Vous trouvez le milieu entre les deux doigts, le milieu du trou du pouce, et avec une réglette souple, vous tracez une ligne entre les deux. Alors vous voyez, moi j'ai pris une réglette souple, souple à mon petit-fils, et puis dessus j'ai collé en papier, hein, j'ai photocopié, vous voyez, j'ai collé un truc en pouce avec du scotch double face. Ensuite, vous trouvez le span moyen, c'est-à-dire l'intérieur des deux inserts, et vous tracez un petit repère sur la ligne que vous venez de tracer là. Donc c'est le bord des inserts, hein. C'est pas le bord des C'est trous. l'intérieur. C'est le vrai span en fait. Hein. Et là, c'est le bord intérieur du trou du pouce. C'est pas le bord du slug, c'est le bord intérieur qui correspond à votre vrai span. Voilà, et maintenant, il faut qu'on trouve la moitié, le point milieu entre ces deux repères. Donc là, il y avait 10 cm et demi. Donc ça faisait 5 cm un quart, qui correspondait à un peu plus de 2 pouces. Voilà, 5 un quart. Et ensuite, on retrace une perpendiculaire passant par ce point. Donc là, on a déterminé le centre de perçage et on va tracer la ligne horizontale de perçage. Voilà, on va la prolonger. Parce que la règle souple, c'est pas facile à tenir. OK. Et maintenant, c'était 10 cm, c'est-à-dire 4 pouces. J'avais choisi 4 pouces. Hein. Donc ça représentait 10 cm. Voilà. Et donc c'est là où Horizontale de votre PAP. Et maintenant, on va retracer une perpendiculaire à la ligne horizontale. voilà, et c'est là où on va répondre à la question de l'interrogation de Joël. Où là c'est à partir de là qu'on va tracer la ligne Val. C'est la ligne Val, vertical axis line. Voilà, on tourne la boule, on retrace une perpendiculaire et on aura notre ligne Val.
tant qu'on n'a pas la ligne val, on ne peut pas mesurer, que ce soit avec le système double angle ou avec le système pin buffer, on ne peut rien mesurer. Voilà. Et j'avais mis un pouce, voilà, donc 25 mm, et ça me donne la position de mon PAP. Voilà. Voilà mon PAP. Donc ça, c'est la première chose à faire pour pouvoir mesurer les angles, la distance pin PAP, etc. Voilà. Alors, je reviens vers toi parce que j'étais sur la vidéo. S'il y a des questions, il n'y a pas de questions. Voilà, donc ça c'est effectivement, comme nous a super bien expliqué GG, là on a fait les traçages de base, on n'a pas encore mesuré les angles, hein, on a fait les traçages de base qui vont nous permettre maintenant de mesurer les angles et on va aborder ça. Donc, il nous reste une ligne à percer. La ligne de base, pin CG si c'est un noyau symétrique ou pin PSA si c'est un noyau asymétrique, et une ligne qui va du pin au PAP. Il ne nous reste plus que ces deux lignes-là à tracer et ensuite on peut commencer les relevés. Donc voilà, avec la règle souple. Le milieu du pin, le CG, puisque c'est une boule symétrique, et on repart du milieu du pin jusqu'au PAP. Et voilà. Et donc maintenant, on voit notre angle de perçage et notre angle val et la distance pin PAP. On a nos trois paramètres qui sont mesurables. Ok. Alors, comment, maintenant qu'on a vu le traçage et qu'on peut mesurer, comment on va faire et qu'on va utiliser le fameux rapporteur pardon, qu'on a imprimé. Donc, on va pouvoir mesurer le premier angle, l'angle de perçage. Donc, Voilà. On met le repère central du rapporteur d'angle. Hein, vous avez la flèche rouge au milieu du pin. La ligne 0 qui passe par le 0 du rapporteur sur la ligne pin PAP. Et ensuite, vous mesurez l'angle par rapport à la ligne pin CG. En l'occurrence, 45 degrés. OK. Alors, il y a Joël qui nous dit mais GG prend 4, c'est 4 pour tout le monde. Non, c'est pas 4 pour tout le monde. Le PAP, Joël, il est unique. Donc, tu as ton propre PAP. Mais si jamais tu ne connais pas ton PAP, là, il a mis, il a donné un exemple. Mais si tu connais pas ton PAP, tu peux mettre une distance horizontale de 5 et après une distance verticale de 1, c'est en pouces. Hein, donc, c'est le plus simple. Et puis après, tu verras si ça te permet de t'entraîner. Alors, pour être un petit peu plus précis, si vous ne le connaissez pas, si vous vous rappelez où était votre première bande de roulement, si elle était près du pouce, mettez plutôt 5. Si elle était loin du pouce, mettez plutôt 4. Hein, parce que ça veut dire que vous êtes un peu spin en coordonnées horizontales. Comme ça, vous serez plus près de la vérité, quoi. Voilà, c'est parfait, Joël, si tu as ton PAP. C'est super. Eh ben alors, Donc, plus d'excuses. Pour la semaine prochaine, tu nous rends ta copie et des équilibrages sur toutes les boules. Et en plus de ça, c'est un petit malin, le Joël, parce que il met un petit poinçon sur son PAP pour éviter de le. je le fais aussi pour mes élèves. Voilà. Il y avait Henriette qui nous avait précisé sur la boule de sperre, la bande est visible et permet à ceux qui ne connaissent pas le PAP de le déterminer à quelque chose près. Ouais, mais faites attention parce que justement, sur la boule de sperre,
Des fois, c'est pas le même PAP que sur une boule de strike, hein. Là, vous pouvez avoir un écart. Ok. Faites plutôt Alors, votre boule moyenne, hein, votre boule de référence. alors voilà pour l'angle de perçage, donc avec votre fameux rapporteur. Donc ici l'exemple 45 degrés. De toute façon, après le, le PowerPoint, vous pourrez le revoir sur le site. Pour mesurer la distance pin PAP, bah, je dirais que c'est le plus simple, hein. Vous prenez votre mètre de couturière et puis Ou, bah, ou vous la, mesurez en, la règle ou la souple, règle souple. ça marche, hein. Donc là, vous mesurez en centimètres ou en pouces si jamais vous avez des pouces. Alors, GG nous a concocté un petit tableau de conversion en centimètres en pouces. Donc, on vous laissera ce tableau pour pouvoir faire la conversion sans vous triturer les ménages. Et puis enfin, le dernier angle, l'angle, le fameux angle Val. Alors, je te laisse décrire, GG. Alors, ben, on reprend notre rapporteur d'angle et cette fois, le repère central, au lieu de le mettre sur le pin, on le met sur le PAP, voilà, au milieu du PAP. La bande 0, on la met sur la ligne pin PAP et on mesure par rapport à l'angle Val, à la ligne Val, pardon, on mesure l'angle Val. Ici, 35 degrés, par exemple. Ça fait. Donc, vous aurez très certainement toutes vos boules qui ne seront pas pareilles, hein, c'est pas grave, hein, il suffit de le savoir et puis de le noter. Alors, Vous voyez, ça fait 3 mesures. Le plus difficile, c'est de faire le traçage de base avec les axes pour déterminer le centre de perçage, les coordonnées du PAP, parce que si on ne positionne pas le PAP, on peut pas faire les mesures. alors Jean-Marc il nous demande si on scotche aussi le mètre. C'est pas une obligation. C'est non, c'est parce qu'il fallait que je filme en même temps, donc j'ai pas 4 mains, donc il a fallu que je scotche le rapporteur d'angle sur la boule. Sylvain qui lui dit, mon PAP n'est pas pareil sur toutes mes boules, est-ce un problème? Bah oui. Bah, et il n'y a pas beaucoup quand même, Sylvain. Normalement, il doit pas y avoir beaucoup, ouais. Et alors Joël, on lui a mis la pression parce qu'il a déjà fini son exercice, quoi. Donc il a 60 fois 3 huitièmes fois 40. Voilà, excellent, très bien, parfait. Alors, bon, par contre, Joël, il me semble que tu n'avais pas beaucoup de vitesse, si je me rappelle bien. Et là, je vois que ta distance pin PAP, elle est 3 pouces 3 huitièmes, c'est le flair maximum, ça. C'est la distance du flair maximum. Et je pense que pour toi, c'est pas un bon truc. Ou alors, c'est pour jouer dans l'huile, quoi, hein. Donc après, là, effectivement, l'exercice il est intéressant. Bon, d'une part parce il a réussi. Donc 60 fois 3,38 fois 40, c'est là où ça donne une idée. Donc là, on est plutôt sur du moyen en fait. À part que effectivement, on a un flair maxi. Donc beaucoup de friction. Et c'est Ouais. là où on va faire un parallèle avec quel est mon compromis vitesse-rotation. Est-ce que j'ai plus de vitesse que de rotation? Est-ce que j'ai plus de difficultés sur les pistes sèches que sur les pistes huilées? Et ce type d'équilibrage, je l'ai sur quelle boule? Est-ce que c'est une symétrique, une asymétrique? Quel est son RG? Quel est son différentiel? Donc vous voyez, tous ces paramètres-là, en fait, hein. C'est une Pearl, voilà, hein. Alors, si c'est une solide et qu'elle a de la surface, là, en plus, 60, il a une somme des deux angles à 100 degrés, 60 plus 40, alors qu'il n'a pas beaucoup de vitesse et une distance pin PAP avec un flair maxi. Donc ça, c'est une boule qui risque d'arriver un peu fatiguée dans les quilles. Alors, il nous dit que c'est pour l'huile et c'est sur une solide. OK. Et son compromis vitesse-rotation, c'est 2 et sa rotation, c'est 3. Oui, oui, il n'a pas beaucoup de vitesse. Ouais. Donc c'est pas mal si effectivement ça l'aide hein, sur des pistes huilées. Ok, bah super. S'il y en a qui peuvent vérifier et nous donner un peu leur retour euh,
Donc la Voilà. médaille d'or pour Joël qui a réussi. Donc il va tout vérifier. Effectivement, Sylvain, faut quand même revérifier. Et puis il y a Gérard qui nous dit, qui vient de vérifier, il a 55 fois 5,5 fois 55. Il y a du 5. Heureusement que ce n'est pas des 6, hein, ça ferait des chiffres diaboliques. Ok, donc ça lui fait 110 de somme et une distance pin PAP 5,5. Alors j'espère que c'est une symétrique. Et puis après, bah, ça dépend quel type de boule c'est. Est-ce que c'est une solide, une hybride, Ouais. une perle? C'est pour jouer sur quel terrain? Vous voyez, suffit pas. Ça, c'est voilà, on a défini un paramètre, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr, dont il faut tenir compte. Alors, je ne sais pas si on l'avait abordé la semaine dernière, mais l'influence de la distance pin PAP. Si on Oui, l'avait Eric, abordé. Oui. ce que je voulais dire, c'est que pour moi, si on vous dit tout ça, c'est pas pour que vous alliez voir votre perceur en disant merde, qu'est-ce que tu m'as fait, ça va pas. Non, l'objectif avec Eric, pour nous, c'est de vous donner des informations pour que vous compreniez mieux l'utilisation de votre matériel. Hein. Après, effectivement, ça va vous permettre de discuter avec votre perceur et puis de voir, de faire des propositions et voilà. Et lui, il va vous expliquer pourquoi il vous a fait ça et pourquoi il vous a pas fait autrement. Hein. Il a ses raisons. Alors Gérard, pour continuer avec Gérard Pratt, donc 55, 5,5 fois 55, il nous dit c'est une symétrique solide D'accord? et donc c'est une vieille boule. Donc peut-être qu'elle mériterait cette vieille boule d'être refaite d'ailleurs. Et il faudrait en fait connaître après ton compromis vitesse-rotation. Ouais. Et puis après aussi en te questionnant sur quel type de conditions de jeu tu aurais le plus de difficultés. On a besoin de toutes ces infos, sinon on ne sait pas ce que ça va donner sinon. Hein. Alors, on en avait parlé un peu la semaine dernière, justement sur l'influence de la distance pin PAP avec les boules et les fameuses distances et l'influence que ça va avoir sur le flair en fait. Et donc, bien sûr, ce flair va être différent selon si c'est une boule symétrique et asymétrique. Hein, C'est donc, un petit peu compliqué. ouais. Mais en fait, si vous voulez, on a les compromis, les 5 compromis, vous voyez, à gauche. Hein. Alors prenons le compromis numéro 2, par exemple. Ce joueur-là, il a ses rotations qui dominent la vitesse, comme Joël, par exemple, comme Joël Battrel. D'accord? Ouais. Il est plutôt en numéro 2, lui. Donc, on va plutôt lui proposer une distance pin PAP de 4 pouces et demi à 5 pouces, hein, pour un noyau symétrique. Mais vous voyez que si c'est une boule à noyau asymétrique, ça peut être entre 1 pouce et demi et 2 pouces et demi. Donc c'est plus du tout la même chose. Pour avoir un flair faible, hein, et vous voyez que face à face, le compromis numéro un noyau symétrique, ça va être 5 à 6 pouces, et sur une asymétrique, ça va être une distance très faible. Et à l'inverse, pour la vitesse qui domine fortement les rotations, on va rapprocher le pin du PAP sur un noyau symétrique, alors qu'on va l'éloigner sur un noyau asymétrique. Donc il y a l'influence du Masbia sur le noyau asymétrique qu'on n'a pas sur le noyau symétrique. Le Masbia, c'est lui qui va agir beaucoup sur la réaction de la boule. En particulier, plus il se rapproche du PAP et plus la boule va se mettre à rouler tôt, quoi. Ouais. Et la distance est courte et plus ça se met en rotation rapidement, voire direct, quoi. Ok,
petite remarque d'Henriette qui dit perso, je pense que c'est super que vous donniez toutes ces infos. Nous ne sommes pas perceurs et j'espère que certains ne leur compliquera pas le travail. Ça, c'est dit. Mais On y reviendra à la fin, notamment sur en termes de conclusion, sur ce que vous avez acquis comme compétences et après comment vous allez pouvoir les utiliser à bon escient. l'objectif, c'est vraiment que vous compreniez mieux votre matériel pour que vous puissiez l'utiliser au mieux. Alors Claude, il a fait l'essai donc sur une hybride. Alors c'est pareil, je me souviens pas du compromis vitesse rotation. 35 fois 4,5 fois 30. 30. D'accord. Donc Claude, il fait glisser les boules un peu, hein. Je me souviens plus de sa fiche d'Arsenal. Gérard, il nous a envoyé sa fiche d'Arsenal. Il recouvre un peu la boule, donc il fait Ouais. glisser. Et ouais, pourquoi pas, ça fait 65 de somme, on va voir un peu plus loin un peu ce que c'est. 4,5, bon, c'est un flair moyen. C'est une boule symétrique? Je sais pas. En attendant, j'ai JP qu'on salue. On faisait ce genre de traçage sur des perçages en conventionnel. Bah déjà, que ce soit en finger ou en conventionnel, Oui. on peut vérifier le double angle tout pareil. C'est pas une question de perçage. Mais on peut percer des boules de strike, des boules solides en conventionnel, hein. Ouais. Bon, on a moins de bras de levier, bien entendu, hein, pour donner des rotations, mais si la personne est âgée, qu'elle a toujours joué en conventionnel et qu'elle veut se faire plaisir, on peut très bien lui percer une boule réactive en conventionnel, bien sûr. Claude nous spécifie que c'est une asymétrique. D'accord. Et donc, c'était 35 par 4,5 par 30. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, lui, 4,5, il va avoir un flair maxi avec une tendance à faire perdre la rotation latérale assez vite. Et comme il fait glisser les boules, Oui, il a des chiffres assez petits quand même, 35 et 30. c'est assez cohérent. Par contre, s'il joue sur des pistes asséchées, là, il va avoir du mal. Ouais, Jean-Marc qui nous dit ça permet de mieux comprendre ce que fait sa boule et de pouvoir la changer suivant l'évolution de la piste. En fait, l'idée c'est ça, c'est de comprendre ce que j'ai dans mon arsenal et de faire après des choix stratégiques. Ah oui, parce que si l'équilibrage et la boule ne correspondent pas avec ce que vous demande la piste, vous aurez beau forcer et essayer tout un tas de choses, ça ne va pas le faire, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien Pour, connaître son arsenal. pour rebondir sur ça, lorsqu'on se déplace sur des championnats d'Europe ou des championnats du monde, en fait, on a l'arsenal de tous les joueurs et ce qui nous aide à prendre des décisions dès que le joueur va commencer à faire neuf, à faire des splits. Donc, on essaie d'anticiper avant que les splits arrivent, soit de faire une modification tactique selon les compétences du joueur ou de monter les lignes de jeu, ou soit quand il y a un changement de boule. Donc là, il faut prendre une décision. Et là, le premier réflexe, c'est de regarder la fiche d'Arsenal. Et sur la fiche d'Arsenal, il y a tout. Il y a les RG différentiels, le premier angle, le deuxième angle. Et en fonction de ce que la piste dit, quelle va être la boule qui va correspondre, qui va apporter la meilleure solution en tout cas, et qui va apporter le plus de confort, parce que notre objectif, nous, c'est que le joueur, il reste dans son confort en fait, et de lui redonner du matériel, en tout cas de le conseiller, pas de lui imposer, mais de lui conseiller, tiens, bah, écoute, tu devrais peut-être essayer cette boule-là, parce que tu as besoin de plus de profondeur, ça commence à rouler, et là, bah, on commence mais ça fait vraiment du bon boulot parce que là, on est vraiment dans la précision et dans l'optimisation de la performance. Et le but du jeu, c'est pas d'aller contre une personne, bah oui, mais tu m'as percé n'importe comment, tu t'as fait n'importe quoi, qu'est-ce que c'est? Non, il y a ça sur ma boule, qu'est-ce que ça donne sur la piste et qu'est-ce que je peux en faire moi? Ah oui, puis toi, en tant que coach, tu vas pas demander aux joueurs, bon, bah dis donc, tu vois bien, elle passe plus celle-là, qu'est-ce que tu as dans ton sac? Alors, le Ah temps que tu non, bah, j'ai celle-là, j'ai la non, rouge, j'ai la bleue, j'ai.
Non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Hein. Non, ça se fait avant, ça. C'est-à-dire le coach, il doit connaître son matériel. Même si le joueur, en tout cas chez les seniors, ils sont assez autonomes pour faire des changements tout seuls. Donc là, il suffit de revérifier, de vérifier. Puis, mais de temps en temps, ils vont demander un conseil. Et si on n'a pas l'arsenal sous les yeux, on est mort, quoi. Et si on n'est pas capable de lui apporter une réponse, tiens, ben, dis donc, tu as une boule là avec un premier rang qui est vachement important, avec moins de flair, ben là, les boules, les pistes, elles commencent à rouler, ça peut être intéressant. Et là, vous créez une relation de confiance parce qu'il dit, tiens, vous voyez, effectivement, j'avais pas pensé cette boule-là. Voilà. Je m'en sers pas souvent. Ouais, je m'en sers. Ouais, mais celle-là, je joue jamais avec. Ah, eh ben, c'est le moment. Alors, oui, pour répondre à Steve, c'est pas pour devenir personne, mais mieux comprendre. Voilà. Bon. Non, Et puis si vous Jean-Marc, voulez, avec Eric, on pense vraiment, et je pense qu'il y a d'autres joueurs qui l'ont compris, c'est que si on veut que nos joueurs restent dans le monde du bowling et qu'ils continuent à se faire plaisir et qu'ils prennent davantage de plaisir même, il faut absolument qu'on leur apporte des connaissances supplémentaires pour qu'ils comprennent mieux ce qui se passe sur les pistes, qu'ils soient moins frustrés, qu'ils aient des solutions hein, pour pas être frustrés, pour mettre des coups de pompe dans les handballs. Et voilà, et à partir du moment où on comprend mieux ce qui se passe et ce qu'il faut faire, eh ben, le plaisir, waouh, on recommence à prendre du plaisir. Sylvain qui lui dit qu'il n'a pas la même vitesse de boule pour synthétiser sa question. Il trouve qu'il y a il y a beaucoup de différence entre la première boule et la deuxième boule en termes de vitesse. T'arrives C'est normal, la boule de sper. La boule de sper, c'est une boule, c'est une matière polyester qui glisse énormément, donc il n'y a pas de friction. Donc, tu as tout de suite entre 3 et 5 km/h de plus que ta boule de strike. Hein. ouais. Déjà, Et puis, elle va tout droit, elle va mettre moins de temps pour arriver au bout que celle qui tourne. Et en ouais. plus, elle glisse. Et puis je rajouterais aussi un autre paramètre, c'est que le premier lancer, quelquefois, on a tendance à vouloir mettre de l'énergie et on va être un peu plus crispé que sur la boule de sper, on va être un peu plus relâché et le fait d'être un peu plus relâché amène plus de vitesse. Là, une bonne question, comment fait-on quand on joue sans le pouce pour tracer le perpendiculaire de l'axe du... Donc ça, on va le voir après. On On va vous vous apprend les joueurs sans le pouce. ouais, on va vous l'expliquer sur une diapo d'après. Philippe a donné déjà une petite partie de la réponse. Merci Philippe. Donc, il y a Jean-Marc qui me demande si tu bois de la bière pendant le live. Eh non, c'est pas de la bière. C'est du Schweppes. Non, ça, la bière, j'ai beau habiter en Belgique, non, c'est pas mon truc. Est-ce qu'un David qu'on salue, est-ce qu'un joueur à deux mains qui a donc on va voir le diapo hein, comment faire le traçage pour un joueur à deux mains. Donc un joueur à deux mains qui a la bande de roulement qui passerait au-dessus du pouce. Ah Donc un oui, joueur à deux mains, il n'y a pas de pouce, mais il y en a qui peuvent jouer avec le pouce, hein, mais en fait, la question peut-être là, c'est qu'un joueur à deux mains ne peut pas être considéré comme un full roller. Il a sa propre bande de roulement. les joueurs à deux mains qui sont full roller, ouais. Enfin, ceux qui cravatent les boules. Ouais, c'est ceux qui l'arrachent. Ouais. Ok. Ok. On va pouvoir avancer et notamment sur la somme des deux angles. Alors ça, c'est un autre paramètre supplémentaire. Hein, on a vu les différentes boules, les différentes matières, les différents RG, etc. Et là, maintenant, on a vu les trois paramètres, l'angle de perçage, la distance pin-PAP et l'angle val. Et maintenant, on va voir que si on additionne les deux angles, l'angle de perçage et l'angle val, on peut se servir de ce nouveau paramètre pour vérifier que notre équilibrage
convient bien à notre jeu et aux conditions de jeu sur lesquelles on va l'utiliser. Alors là, c'est relativement simple. Hein, vous voyez en bas, si j'augmente la somme de mes deux angles, ma boule elle va avoir plus de longueur. Par contre, si je diminue la somme, comme pour Claude par exemple, qui avait 35 de premier angle et 30 pour le deuxième, ça lui fait une somme de 65. Donc c'est une boule qui va réagir beaucoup plus tôt. Par contre, si je mets 90 et 60, 150 de somme, là je vais avoir une boule qui va aller beaucoup plus loin avant de perdre de l'énergie. Et c'est là où on voit, là, GG, donc les minima et les maxima. Voilà. Et Donc pour l'angle de perçage, ce qui est conseillé, hein, bien sûr, il y a des pros qui ont des perçages un peu exotiques, on va dire. Donc l'angle de perçage, c'est conseillé entre 10 degrés au minimum et 90 degrés au maximum. Et l'angle Val entre 20 degrés au minimum et 70 degrés au maximum. Donc ce qui nous fait une limite de somme de 30 degrés au minimum et 160 degrés au maximum. Alors on essaie de rester là-dedans pour garder des réactions efficaces et enfin, jouables pour monsieur tout le monde, quoi, hein. voilà. Et donc, avec deux exemples en Ouais. dessous, donc dans les extrêmes, une somme de 30, par exemple, ben, vous allez avoir 10 fois 4 fois 20. Ouais. Donc là, une boule qui va rouler très tôt, en tout cas qui va rouler plus tôt, va commencer son crochet très tôt. Donc euh, plutôt pour quelqu'un qui a plus de vitesse que de rotation, pour des pistes qui sont très huilées, etc., etc. Et la somme de 160, donc là, à l'inverse, on a des grands chiffres, donc par exemple 90 fois 5 fois 70, où là, on va donner plus de profondeur à la boule. La boule va commencer son crochet beaucoup plus tard, alors peut-être pour des huilages courts, peut-être pour des gens qui ont beaucoup plus de rotation que de vitesse, etc., Voilà. etc., etc. Des pistes plus sèches, Voilà. etc. Hein. Et donc, par rapport aux conditions de jeu, bah, on va utiliser des petites sommes, on vient de le dire, on se répète, mais peu importe, pour des huilages longs, pour des volumes d'huile élevés, et plutôt des grandes sommes pour des huilages courts et des volumes d'huile faibles ou des pistes très sèches, Voilà. etc., etc. Et puis, donc, Gégé, maintenant, tu vas nous parler du ratio des deux angles. Le dernier paramètre, donc là, on affine encore un petit, on optimise encore un petit peu plus, hein. On chipote là, mais le ratio, c'est intéressant parce que ça s'applique surtout sur la taille de la bande de roulement, en fait. Hein, si vous êtes spinner et que vous avez une petite bande de roulement, hein, donc la boule, elle glisse énormément. Donc c'est intéressant d'utiliser le ratio. On va prendre un ratio entre les deux angles, l'angle de perçage et l'angle Val. On va dire que le ratio, il faut qu'il soit faible, c'est-à-dire 1 pour 2 ou 1 pour 3. Donc par exemple, 10 degrés d'angle de perçage et 30 degrés d'angle Val, ça ferait 40 au total. Donc là, c'est une boule qui va attaquer très fort. Et si vous êtes très spinner, ça va vous permettre de stabiliser la boule, hein, et de la faire réagir. Et à l'inverse, si vous avez une grosse bande de roulement, si vous êtes full roller ou high roller, hein, vous passez très près des doigts, très près du pouce. Donc là, vous consommez un peu plus d'énergie à chaque rotation. Donc c'est l'inverse. On va mettre plutôt trois parts d'angle de perçage pour une part d'angle Val. Donc par exemple 90 et 30. D'accord? Donc 90 par 3 par 30. Hein, ça me fait 120 de somme et ça me fait 3 sur 1 de ratio. Donc il faut rester dans une logique quand même. Hein. Alors, il y a une question d'Anto, Ouais, et je vais pas la lire. Je t'explique pourquoi, parce que Claude a posé la même question derrière.
mais en plus synthétique, si tu veux. Ouais. Donc la question, c'est puisque l'angle de perçage n'est pas important sur une boule symétrique, Ouais. comme tenir compte de la somme des angles. En C'est fait, bien. Je suis content que tu poses la question. C'est une très bonne question. Anto donc nous posait la même question où il nous dit oui, on essaye de faire matcher avec le deuxième angle pour être dans la somme des deux angles recherchés. Et dans la mesure où sur une boule à noyau symétrique, on ne prend pas trop en compte le premier angle. Ouais, Voilà. ouais. Mais c'est vrai. Mais pour les boules à noyau symétrique, en fait, il y a que deux paramètres qui interviennent. C'est la distance pin-PAP et l'angle val. Mais bon, on est obligé, pour faire le traçage, de tracer l'angle de perçage quand même. Hein, sinon, mais c'est vrai que ça a moins d'influence sur les noyaux symétriques. Mais ça reste un Voilà. grand. On a une remarque de Franck donc eux, ils ont un système qui s'appelle le spectre booling, Ouais. qui est notamment pour les perceurs, pour les pro-shops, et qui est en fait qui simplifie les bases de données parce qu'en fait tout est informatisé. Ah, tout est dans le spectre. Hein. Voilà. Et donc là, il y a une facilité de voir directement quelle boule avec toutes les données dessus. Et très pratique Un arsenal pour les personnes. par personne, hein, par joueur. Mais on fera quelque chose avec le spectre un jour. Ouais, c'est prévu. J'avais prévenu que je voulais finir d'abord toute cette notion d'arsenal des angles. Donc voilà. Et puis pour terminer par rapport à ce ratio des deux angles, en fait, donc l'idée c'est que si le joueur va faire glisser les boules, on va choisir plutôt une somme et un ratio qui vont être faibles. Et si le joueur a tendance à faire rouler les boules, donc avoir plus de rotation que de vitesse, on va plutôt choisir une somme et des ratios importants. Et puis Voilà. ça joue aussi sur le tilt. En tout cas, si on a un tilt qui est important ou si on a un tilt qui est faible, on peut jouer aussi sur le ratio des deux angles pour faciliter. Donc un petit rappel, plus on va Compenser. avoir de tilt en fait, et plus la boule va avoir tendance à glisser très très loin. Voilà. Et donc là, bah, l'idée c'est que si on veut compenser cette glisse qui est importante, donc on peut le faire, bien entendu, avec les RG, avec les surfaces, avec les modifications de surface, en mettant des angles très faibles, en mettant des sommes très faibles. Et sur le ratio, si on a un titre qui est important, donc on doit se rapprocher de 1 pour 3. Voilà Là, l'idée. c'est optimisé parce que quand vous faites la somme des deux angles, par exemple, on dit bah, le joueur il a besoin d'une somme de 130 degrés parce qu'il a plus de rotation que de vitesse. D'accord, mais les 130 degrés, je les répartis comment entre les deux angles? Je fais moitié-moitié, je mets plus sur l'angle de perçage, je mets plus sur l'angle val, je fais quoi? Hein, le ratio, ça vous permet justement de répartir pour éviter de faire quelque chose qui est contre-productif. Quoi. Ouais. Donc explique-nous GG, parce qu'on a eu la question et puis ça tombe bien parce qu'on avait la diapo. Comment on trace pour le pouce, pour un jeu sans le pouce, pardon. Là bah, j'ai bouché mon pouce moi avec un bout de scotch déjà. Et comme il n'y a pas de pouce, bah, le centre de perçage, hein, le milieu entre le milieu du span, il n'y en a plus. Donc le milieu, le centre de perçage, ça devient le milieu entre les deux doigts. Et la première ligne que vous êtes obligé de tracer, c'est la ligne horizontale qui passe par le milieu des deux trous. Donc elle n'est pas toujours facile à tracer, hein, cette ligne. Voilà. Et puis ensuite, vous avez le milieu du bridge pour la ligne verticale. Voilà, comme ça, on a le centre de perçage. Et sur cette ligne horizontale là, qui passe par le milieu des deux trous, eh bien, une fois de plus, vous tracez la coordonnée horizontale du PAP, 5 pouces par exemple, crac, et puis vous tracez la ligne val. Et vous pouvez positionner votre PAP. Alors très souvent, il va être sous, bien sûr, la ligne horizontale, hein, alors que un perçage avec le pouce, en général, le PAP est au-dessus.
Voilà, c'est la grosse différence. Mais vous voyez, le traçage des angles, c'est exactement la même chose. Hum. C'est le traçage préliminaire qui est différent puisqu'il n'y a pas de trou de pouce. Donc le centre de perçage, il est au milieu des doigts. Ok. Et donc là, dans cet exemple-là, Voilà, là, on a on 40 a, par 3 quarts par 60. ouais. L'angle val est plus grand que l'angle de perçage. Ok, parfait. Je reviens vers nous. Je regarde s'il y a des questions. Joël qui nous dit, c'est dû à quoi que j'ai un tilt de 70 fois 13 degrés? Alors, 70, ça doit être son axe de rotation, je suppose, et 13, ça doit être son tilt, 13 degrés. Ah oui, parce que oui, il y a des valeurs en degrés quand on a fait votre compromis vitesse de rotation, il y a la vitesse, il y a les rotations, il y a le PAP, mais il y a aussi l'angle de rotation latérale, d'axis rotation, et il y a l'angle du tilt, l'axis tilt. Donc 70, ça doit être son axe de rotation latérale, et 13, ça doit être son tilt. Donc ça veut dire que il fait un petit peu glisser les boules, puisque 70, c'est déjà un angle important de rotation latérale. Ouais. Après, bah, faut vérifier. Après, je vais avoir une question, GG, par rapport à ça. Ouais, pour Mais, répondre à si tu veux, l'inclinaison de la main, là, comme ceci, ça augmente ou ça réduit le tilt. Donc, faut voir naturellement ta main au niveau du lâcher. Est-ce que tu as un poignet, est-ce que tu n'as pas de poignet? ça, monte le tilt. Si tu mets comme ça, tu diminues. Voilà. Mais là, dans le cas à Joël, c'est la position des doigts qui définit les 70 degrés. Là, hein. Donc ça veut dire que quand il hoche sa boule, si tu veux, ses doigts, ils sont déjà sur le côté. Mm. Hein. Ouais. Et après, Mais, le tilt, c'est mais, de la taille de la bande de roulement. ouais. Et c'est ce qui est, et c'est assez difficile à changer. Et, mais c'est pas gênant. Enfin, je veux dire, c'est juste comprendre que les boules vont glisser assez loin. Et Voilà. après, il y a tellement de matériel et tellement d'adaptations sur les équilibrages, sur les RG, sur la surface que tu peux effectuer que c'est pas gênant. Et, Pour le jeu de Joël, c'est pas plus mal qu'il ait du tilt et ouais, et puis hein, parce que comme il n'a pas beaucoup de vitesse par rapport à ses rotations, donc ça compense un petit peu, quoi. ouais, ouais. Puis il y a des très bons joueurs qui ont réussi avec beaucoup de tilt. Hein. Oui, 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 oui. Bah, disons qu'après, quand tu as beaucoup de tilt, s'il y a beaucoup d'huile, tu es un petit peu embêté, quoi. Ouais. Alors, salut Ralph, est-ce que la Fédé prévoit de se procurer le Specto? C'est prévu, oui, tout à fait. Comme c'est prévu aussi, c'est un projet d'avoir un centre d'entraînement dans un CREPS. Euh, alors, Joël qui nous rajoute, ah oui, ah, ok, oui, j'ai un angle à 40 des doigts. 40 des doigts. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que j'aurais une question par rapport à ça, GG? Est-ce que quelqu'un qui va avoir du tilt, est-ce que par la modification de son grip, est-ce qu'on peut le modifier? Bah, souvent, alors il y a plusieurs paramètres. Hein. Souvent, c'est un problème de tenue de boule. Et souvent, c'est ce qu'on appelle un angle à droite. Donc, si vous prenez, voilà, si vous mettez le pouce, si le pouce va sous la paume, voilà, ça s'appelle un angle à droite. Et plus il est à droite, plus le pouce va sortir tard et plus votre bande de roulement elle risque de descendre.
Donc, si plus elle descend, plus vous aurez de tilt, plus la boule va glisser. Donc ça peut être checké et vérifié Ouais. et pourquoi pas un peu Et modifié. après, la deuxième cause, c'est soit un span qui n'est pas adapté, soit un trou de pouce trop grand. Et donc là, le joueur, il cramponne la boule. Et donc le pouce, il sort pas au bon moment. Donc on passe la main par-dessus la boule, on la spin. Hein, et là, on se retrouve avec beaucoup de tilt. Et ça fait glisser la boule. Donc il faut arriver, hein, avec un instructeur, il va arriver à déterminer rapidement, ou un perceur, quelle est la cause du problème. Est-ce qu'il prévu un passage de kit bleu? Bah, pour le moment, non. On est un peu bloqué sur toutes les actions qu'on peut faire, qu'elles soient le passeport sportif, qu'elles soient les formations, qu'elles soient les stages, les compétitions et autres. On va pas s'empresser d'embêter trop les bowling. On va les laisser reprendre leur vie économique. Et puis, Oui, moi, voilà. j'ai des demandes de formation aussi pour le perçage pendant le confinement, mais bon, c'est pas facile. Hein, maintenant, les frontières elles sont fermées. Il n'y a pas de restaurant pour se restaurer. Enfin, c'est. Donc, pour répondre à ta question, Anto, les formations animateurs, instructeurs, pour l'instant, elles sont en stand-by et bien sûr, on y réfléchit pour les faire en une partie en digital pour avancer sur le sujet. Voilà. Donc, pour enchaîner euh, ici, donc la synthèse sur les lives de matériel. En fait, on a fait le tour. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez appris pendant tous ces lives qu'on a consacrés au le matériel? Et donc, je rappelle que l'idée, c'était de profiter malheureusement de qu'on puisse pas jouer pour vous donner en fait une activité chez vous pour progresser, pour apprendre. Donc, ce que vous avez appris, c'est comment déjà entretenir votre matériel chez vous, comment le stocker, comment l'entreposer, pas n'importe où, bien entendu. Les caractéristiques de votre matériel, donc mieux les connaître, mieux les comprendre, que ce soit au niveau de la matière, de la surface, du CG, du différentiel, de l'intermédiaire différentiel. ACG, c'est RG. RG, Hein. oui, pas CG, RG, pardon, oui. Comment utiliser et remplir une fiche d'Arsenal? Voilà, donc vous pouvez télécharger une fiche d'Arsenal type sur le site de la fédération et maintenant vous pouvez vous amuser à la remplir et vous pouvez l'optimiser grâce aux deux derniers lives qu'on a fait et notamment sur les équilibrages où on a vu l'angle de perçage, distance pin PAP en global, somme et ratio des deux angles. Donc vous pouvez vous amuser à noter tout ça sur votre fiche d'Arsenal et ça va vous aider à mieux comprendre et à classer théoriquement déjà votre matériel de la plus agressive à la moins agressive ou inversement. Et puis de réfléchir un peu sur quel type d'équilibrage peut vous convenir en fonction de vos compromis vitesse rotation. Donc déjà, ça vous donne une idée beaucoup plus précise de ce que vous êtes, de ce que vous valez vous par le biais du compromis vitesse rotation, de ce que vous avez et des problèmes que vous rencontrez sur les pistes, sur des villages très huilés, très secs. Et est-ce que vous répondez à cette problématique en tant que joueur sur votre compromis vitesse-rotation? Et est-ce que le matériel que vous avez répond à cette problématique-là? Et si c'est pas le cas, ben là, vous pouvez aller vous renseigner auprès de votre perceur qui, lui, je le rappelle quand même, est l'expert et vous interroger en disant, ben voilà, j'ai suivi les deux lives, hein, vous pouvez nous accuser, pas de souci, mais n'arrivez pas, et c'est ce qu'on va voir sur la diapo d'après, et on insiste bien par rapport à ça, avec des convictions et des certitudes, en disant, ça y est, je sais maintenant, j'ai tout compris, mon perceur, il a fait n'importe quoi, je vais changer de perceur, ou je vais aller le voir. Donc c'est On a, pas, euh, on a vu que la partie visible de l'iceberg. Hein. ouais, en plus, enfin,
si vous voulez, euh, donc il y a eu quelques commentaires, mais je veux pas rentrer dans le débat et j'entends tout à fait, hein, ça questionne, mais aujourd'hui on a deux formations perçage avec des contenus qui sont issus quand même de la formation IPSIA que Gérard a pu faire et puis aussi sur la formation que j'ai faite aussi au Canada avec notamment Franck et Marc Buffat où là ben, en fait c'était pour vérifier déjà si on faisait pas n'importe quoi et, euh, et ça y ressemble et cette formation que ce soit niveau 1 donc sur le niveau 2 on est beaucoup plus sur l'optimisation. Bah, en fait, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on peut vous parler sur le live, hein, parce que la formation, elle est beaucoup plus large que de tracer des boules sur une, de faire des traçages sur une boule. Et puis, euh, l'autre remarque que je pourrais faire par rapport à ça, c'est que les joueurs pros, en tout cas les joueurs de talent et les bons joueurs, aujourd'hui font leur propre traçage. Mais ça ne dérange pas les perceurs. Hein. Ça ne dérange pas les perceurs. Par contre, euh, d'arriver en faisant des propositions, tiens, bah écoute, l'autre fois j'ai entendu ça, qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est un partage de connaissances. Et le perceur, il va vous dire, non, mais tu comprends, là, par rapport à ton jeu, sur ce type de piste, et là, vous allez pouvoir échanger. Alors, j'entends, mais on le retrouve partout, ça, même sur les formations. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette diapo. Euh, ne pas arriver avec des convictions et des certitudes. Nous, on vous dit pas spécialement la vérité. Nous, on vous apporte de la connaissance. Après la connaissance, vous allez en faire votre propre expérience. Mais sachez que demain, il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui dira autrement ou qui dira peut-être des choses différemment. Vous allez avoir une meilleure compréhension. Vous allez comprendre peut-être d'autres choses. Vous allez peut-être interpréter les choses et voyez la difficulté dans la connaissance, c'est qu'on en fait ce qu'on en veut de la connaissance. Et il faut avoir un petit peu, je dirais même beaucoup d'humilité parce qu'il faut expérimenter, savourer ce qui fonctionne, savourer aussi ce qui ne fonctionne pas parce que c'est ce qui va vous faire progresser. Et n'arrivez pas en disant, ben voilà, en fait, tu t'es trompé, t'es nul ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour juger les autres. On n'est pas là pour dire que lui, il est bon, que lui, il est mauvais. C'est pas notre but. On est là, avant tout, c'est pour que tout le monde prenne du plaisir, que tout le monde progresse, que tout le monde ait une meilleure connaissance. Et voilà. Et que ce soit dans le partage et la bienveillance de tous. Et si ça peut rendre les joueurs bien meilleurs, et si ça peut rendre aussi les perceurs bien meilleurs, et que si ça crée beaucoup plus de pédagogie, plus d'échanges et plus de maîtrise dans ce que vous faites, ça va vous créer plus de plaisir parce que ça va vous créer plus de performance. Ouais, Voilà. la curiosité, et puis moi, je suis persuadé que les gens se feront davantage plaisir en comprenant mieux ce qui se passe sur les pistes. Et puis, ils auront plus de solutions. Voilà. Donc, ça apporte des solutions. Ça vous donne beaucoup plus de maîtrise, ça facilite et ça va accélérer votre prise de décision parce que l'idée, elle est là avant tout. Dire, nous, la connaissance qu'on vous donne, c'est pour vous donner de la confiance en fait dans votre jeu. Il y a tellement de et vous allez encore le découvrir après, notamment sur parce qu'on va aborder le côté tactique maintenant. Pourquoi on laisse la kiddies, pourquoi on va faire des splits. Bah, c'est frustrant et on le voit enfin, on le voyait sur les compétitions quand les joueurs laissent la qui disent putain, fait chier, j'ai envoyé une belle boule. Certes, t'as envoyé une belle boule, mais la boule, elle a fait neuf et c'est pas de la faute du perceur et c'est pas de la faute du mécanicien et c'est pas de la faute de celui qui a fait les pistes et c'est pas de la faute du propriétaire. Il y a une raison. Et quand tu comprends pas la raison, Ouais. c'est normal qu'on soit frustré, c'est normal qu'on soit en colère. Et nous, notre but, et tous ensemble, hein, parce que vos questions, ça nous oblige aussi à nous à être créatifs, à réfléchir. Plus vous aurez de solutions, plus vous allez
prendre des décisions plus facilement, plus vous allez avoir confiance parce que plus vous allez avoir des compétences et plus vous allez progresser. Voilà, donc vous allez gagner en efficacité, augmenter votre confiance, ça c'est très important. Facteur important, c'est avoir confiance. Et Valentin, il avait une remarque qui était assez sympa, c'est que bah, vous n'avez pas de risque à prendre des décisions parce que bah, vous n'allez pas en mourir, quoi. Et au contraire, vous allez en grandir. Pas arriver avec des convictions, certitudes, créer l'ouverture d'esprit, et tout cela ne peut pas remplacer le savoir-faire, l'expérience et l'expertise du perceur qui, lui, derrière, a quand même cette expérience. Il a peut-être aussi ses certitudes et ses convictions, hein, comme tout le monde, à force de travailler et ses petites habitudes. Et de temps en temps, je pense que ça peut aussi ne pas lui faire de mal s'il a un peu d'ouverture d'esprit, de pédagogie, de rencontrer des gens, au lieu de faire toujours la même chose. Ah, Bayon, ça me plaît parce que au moins, toi, ça me plaît de voir que les clients s'intéressent à ce qu'on fait et pourquoi on fait ça comme ça, quoi. Et effectivement, comme dit Philippe, c'est une relation de confiance. Le but, c'est pas de juger, c'est pas d'avoir raison, d'avoir tort, c'est vous d'amener de la connaissance pour que vous deveniez meilleur et pas pour juger les autres. Donc par rapport à ça, ça c'est dit. Et donc la première chose pour devenir un genre de confirmé et donc aller vers le succès de la scorabilité, et ben, c'est d'abord d'apprendre à ce que vous êtes capable de faire, puis après d'apprendre à qu'est-ce qui se passe sur les pistes, qu'est-ce que me demandent les pistes. Et c'est ça la réelle problématique de notre la réelle problématique de notre discipline. Comme pas mal de disciplines, on joue sur un environnement qui bouge, qui évolue, qui en plus qui est invisible. C'est qu'est-ce que me demande la piste? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que me demande la piste? Est-ce qu'elle me demande plus de vitesse? Est-ce qu'elle me demande moins de vitesse? Est-ce qu'elle me demande d'aller à gauche, d'aller à droite? Donc tout ça, on le verra. Et ben, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas, c'est pas du hasard. Et tous les grands joueurs professionnels, ils sont arrivés, ils ont pas, c'est pas un hasard. Des joueurs comme Belmont, ben, au début, ils ont galéré comme vous. C'était des joueurs comme vous. Et après, ils avaient, moi j'ai vu Jason Belmont à Berlin au championnat du monde jeune. Et il a galéré, il a fait 175 de moyenne. Et à la fin, il était obligé de jouer avec ses boules de sper parce qu'il avait plus de rotation que de vitesse à cette époque-là. Et il jouait avec cette boule de sper. Et il a dû faire 175 de moyenne. Donc voilà. Et donc c'est la piste qui va vous dicter la façon dont vous allez devoir jouer. Et donc là, bah, ça va justifier que derrière, il faut s'entraîner et il faut travailler sur différents points. Alors après, il est évident que c'est pas permis à tout le monde, mais je dirais que déjà comprendre ce que je suis capable de faire, ce que je suis pas capable, parce qu'on n'est pas tous capables de faire comme un Belmont. Hein. L'idée est pas là, mais l'idée c'est de vous faire comprendre comment vous allez pouvoir agir sur la réaction de votre boule pour pouvoir vous adapter à ce que la piste vous demande. Et si vous pouvez pas le faire par vous-même, bah là, vous avez la solution qui va réduire un peu la confiance, c'est d'utiliser votre matériel. Et c'est pour ça que toute la connaissance qu'on vous a apportée avec GG sur le matériel, c'est pour prendre des décisions plus facilement et éviter les doublons. Ça sert à rien d'avoir dans votre boule, déjà ça coûte assez cher, 4 boules qui font la même chose. Autant avoir 4 boules qui font des choses qui font des choses différentes. Et puis ce qui est important aussi de comprendre, parce que là on parle de technique, de matériel, mais avant d'être capable de changer de matériel, il faut aussi que de votre côté, vous travaillez suffisamment pour maîtriser votre jeu. Hein, éviter d'arroser, comme je le vois trop souvent en ligue. Donc, les joueurs, ils arrosent, ils ne lâchent pas deux boules pareilles, jamais dans la même direction, jamais au même endroit. Enfin, donc ça vous mène nulle part. Et les boules, ça ne compensera pas ce genre de manque de compétences. Donc, il faut vous entraîner.
En tout cas, là, je suis en train de lire vos messages. Merci pour vos messages. Ça fait chaud au cœur. Pour répondre à Joël, la formation de combien d'heures? Donc, c'est sur 4 jours. Formation niveau 1 et formation niveau 2. 3 jours et 23, demi. 3 jours Ouais, et demi. 23 heures. Ouais. Ouais. Donc, c'est des formations qui sont assez onéreuses et je remercie les gens qui sont inscrits à cette formation, avec lesquels d'ailleurs, pour certains, je, pour pas citer Philippe, avec qui Gérard communique énormément et c'est ça aussi qui est bien, c'est que qui nous font part de leur retour, de leur expérience en échangeant comme ça, on crée la créativité chez certaines personnes, comme Philippe qui est très créatif et, et qui à chaque fois. Alors ce qui est intéressant chez Philippe, c'est que en fait on lui pose une problématique, il démarre au quart de tour et puis il va nous trouver des outils, il va nous trouver des choses, voilà. Donc Oui, ça sert à ça sert à ça l'échange. moi, ça m'oblige à chercher, à me documenter et puis à répondre à ces questions qui sont pertinentes. Et ça peut avancer, Voilà. hein. Toujours intéressant. Merci Sylvain, Henriette, merci à tous les deux. Par les temps qui courent, vous avez beaucoup de mérite de partager tout ça avec nous. Bah, on a tous du mérite d'être patient et de pas pouvoir jouer. Et puis, ça fait toujours du bien de se retrouver et puis d'échanger. Ce soir, merci pour vos questions. Je dois avouer qu'elles étaient assez pertinentes. Ça devient de plus en plus pointu les questions, hein. Ouais. C'est intéressant. Jean-Marc qui nous dit ce que vous nous avez donné ne fait que se connaître soi-même et de s'interroger sur son jeu avec le matériel que l'on a. Tout à fait. C'est une relation de confiance. Ouais, mais c'est comme avec votre médecin, en fait, hein, si vous avez confiance dans votre perceur, ben, voilà, hein, non, 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 non. Non, il faillote, c'est ça. Non, non, on a plein de bons perceurs, heureusement. Oui, oui, oui. Ouais. Et puis, je vais vous dire, je connais pas un perceur qui a pas fait d'erreur, qui a été parfait tout le temps. Et il n'y a pas de joueurs qui n'ont pas fait d'erreur, il n'y a pas de perceurs qui n'ont pas fait d'erreur, c'est ce qu'on appelle l'expérience, hein, c'est Par ouais, contre, c'est ça, l'expérience. c'est intéressant d'en discuter, de faire un retour. Mais il faut être curieux, voilà. Comme pour les joueurs d'ailleurs. C'est ce que je reproche toujours aux joueurs, ils ne sont pas assez curieux. J'ai J'ai- l'impression que tous les curieux, on les a là. ouais. J'ai toujours pas que, non, des fois, j'ai de l'énergie pour pouvoir le faire, et puis de temps en temps, je me dis, oh, c'est pas la peine, c'est mort. T'as encore le temps, t'as encore le temps. J'espère, oui. Christophe, merci beaucoup. On progresserait encore regarder tout ça, c'est clair, c'est important. En tout cas, merci pour vos messages. Alors, JP qui nous dit, doit-on s'inspirer des instructions de perçage fournies? Ça, c'est une bonne question. Je te laisse répondre, GG, par rapport à ce qui, effectivement, mettre dans le carton et mettre dans la boîte. C'est une très bonne question. Et donc, en général, euh, il vous donne des instructions pour des coordonnées de PAP. Par exemple, 5 en horizontal et 3 quarts en vertical ou 1 en vertical. Et donc, c'est à vous de l'adapter à vos coordonnées, en fait, hein. Mais la physique, c'est la même pour tout le monde.
Hein, il n'y a pas une physique pour les Storms, une physique pour les Brunswick. Non, c'est la même physique pour toutes les boules. Hum. La, ouais, Roger qui nous parle de la Nouvelle-Calédonie. Il me semble que c'est la Nouvelle-Calédonie. Vous me permettez avec vos vidéos de progresser. Et il passe le bonjour. Je ne sais pas si Olivier est avec nous ce soir, mais il passe le bonjour à Olivier. Voilà, donc Joël est au taquet. Je vais reprendre tous les lives et faire une synthèse propre à moi-même. Et tu nous l'envoies, Joël. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ben voilà, c'est la fin. Donc la fin de tout ce qui était le matériel. Et donc on va enchaîner maintenant sur une deuxième partie plus complexe, qui est aussi passionnante et qui va également vous apporter des solutions. Donc, notre environnement de la pratique bowling, et notamment, on va aborder le premier live de cet environnement par les conditions de jeu. Alors, on ne va pas aborder, bien entendu, la lecture de pistes, parce que bien évidemment, la lecture de pistes va découler des informations qu'on va vous donner avant. Donc, d'abord connaître l'environnement, comment cet environnement-là évolue et comment après on va l'observer. Alors, ça peut aussi passer par des exercices que vous allez pouvoir faire, et après comment on va pouvoir prendre des décisions qui va avoir certainement aussi un lien avec le mental, la confiance. Comment je vais pouvoir prendre des décisions donc, par rapport à l'observation que j'aurais faite. Voilà, j'ai envie de parler ce soir. C'est un peu une mise en pratique, hein, puis surtout une meilleure compréhension des pistes, hein, et de ce qui se passe sur les pistes. Ouais, tout à fait. Voilà. Un live pour le soutien au bowling. Ouais, pourquoi pas. Il y en a un qui a déjà été fait avec Julien. Bon, je ne sais pas ce qu'on pourrait apporter de plus. Euh, Bonnes vacances à vous. On n'est pas en vacances, hein. Ah ben, moi, je suis en vacances toute l'année, retraité. Donc, Alors, Yad qui nous fait aussi. Merci Anto pour ses conseils sur le VC considéré. C'est vrai que j'y pense pas, mais Anto, il fait des séances euh, de préparation physique pendant ce confinement, et notamment avec du matériel de bowling. Donc, vous allez sur sa page Facebook, Anto Az, et vous retrouvez ses vidéos. Je crois qu'il fait des séances tous les dimanches. Voilà. Donc, le prochain live, oui, on l'a pas annoncé, le prochain live, c'est le 18. Donc, ce sera pas la semaine prochaine, c'est le 18 février. Voilà, donc vous pouvez toujours aller sur YouTube, sur la page de la fédération, pour retrouver toujours nos adresses mail, et puis bien entendu toujours le site AGG, bowlinganalyse.fr. Si vous voulez retrouver toute une partie, pas de ces documents, mais des articles où vous allez retrouver ça euh, avec des conseils avisés. Voilà, je regarde encore. La transmission du savoir a permis d'évoluer par le haut. On le voit bien dans les championnats de France. Il n'y a plus que ou inter-exter. Inter-exter, ça me rajeunit pas. C'était ouais. mon équipe qui était en avance dans ce domaine. Merci vraiment pour tout ce qu'on nous a apporté. C'est l'objectif principal, hein, c'est d'augmenter le niveau de connaissance de nos joueurs pour les garder et puis pour augmenter leur plaisir de jouer au bowling. Ok. Eh bien, écoute, GG, on va se quitter. Eh ben écoute, ouais, si on peut pas faire autrement. Voilà, je resterai bien. Et bon, j'espère qu'on n'a pas fait une trop grosse tête parce que c'est pas toujours simple. Non, non, mais là, apparemment, ça allait. En plus, il y en a qui ont réussi, donc super. Il y en a qui ont réussi leur traçage et tout, donc nickel.
Parfait. Merci beaucoup. On va se quitter, même si j'ai pas envie de partir, mais bah, je vais continuer à parler tout seul, voilà, comme un, voilà. Et comme un pauvre petit malheureux, voilà. Ouais, ouais. Euh, GG, merci beaucoup pour tes interventions toujours de qualité. C'était génial. Ça a permis à des gens de pouvoir Ouais, tracer. amusé. Je me suis bien amusé avec mon compas en papier, mais tu vois, à trouver des solutions pour pouvoir tracer sur les boules à la maison. Voilà, Ouais, ça ouais, m'a bien plu. ouais. Et c'est là où j'ai essayé de le piéger. Hein, et j'ai pas réussi. Je lui ai dit tiens, bah, il faut que tu me fasses un truc là parce que le Prosect, voilà, c'est pour les perceurs. Moi, je suis chez moi, j'ai rien. Comment je fais pour déterminer les angles? Je te laisse 3 jours. Voilà. Le lendemain, il me dit, voilà, tu fais ça, tu vas chercher ça sur Internet, t'imprimes et puis tu vas voir, tu vas réussir à trouver. OK. Bon, je l'aurai un jour, je l'aurai. Voilà. Bon, Tout le monde, bon apéro, Philippe. Hein. Moi, il a commencé depuis longtemps. bon apéro à tout le monde. À bientôt. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Ça fait toujours plaisir sur la page formation ou sur la page de la fédération. Et puis, si vous voulez nous envoyer des mails avec justement vos angles et à distance pin PAP, en nous précisant, parce que sinon on ne pourra pas faire d'analyse, en nous précisant quel type de boule, si c'est une symétrique, une asymétrique, en nous précisant la surface, si c'est une hybride, une uréthane, une solide, une pearl, et puis, bien entendu, qui va avec, c'est votre jeu, votre compromis vitesse-rotation. Et là, bah, on pourra voir si c'est un équilibrage qui peut vous convenir et vous conseiller sur quel type d'équilibrage pourra vous contenir. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vous ne nous dérangerez pas du tout, bien au contraire. GG, bonne soirée à toi. Toi aussi, Eric, merci. Merci. Et bonne soirée à tout le monde. Merci. Et puis, on se donne rendez-vous au 18. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci Ciao. pour votre présence et portez-vous bien et bon apéro. Ciao, ciao. Salut.